La Mésopotamie, c'est un long voyage qui d'ordinaire dure 3 mois. Au bout du chemin, une dure épreuve attend les 2 hommes qui devront vaincre le gardien des cèdres, un démon nommé Umbaba. Après seulement, ils pourront abattre les précieux arbres qu'on ne trouve pas à Sumer, mais qui sont indispensables à la construction de grands édifices. Chaque nuit, Enkidu veille sur Gilgamesh, qui est assailli de cauchemars oppressants, provoqués par sa crainte d'affronter le géant. Son fidèle ami n'arrive pas à le réconforter. Il se résout à interpréter les sombres images de la nuit et à implorer l'aide des dieux d'Uruk. C'est alors qu'intervient Shamash, le dieu du soleil, qui conseille aux 2 hommes d'attaquer au plus vite Umbaba le démon. Enkidu et Gilgamesh reprennent aussitôt la route et effectuent le trajet en quelques semaines seulement. La Mésopotamie est un pays où il n'y a pas vraiment de bois de construction. Un prince qui souhaite bâtir de grands édifices avec de vastes salles doit se procurer le bois et les poutres à l'extérieur de la Mésopotamie. La 5e tablette raconte en vers l'affrontement sanglant avec Umbaba. Les héros attirent le colosse hors de la forêt, où il est paralysé par des tempêtes provoquées par les dieux. Au terme d'un combat impitoyable, le monstre succombe sous les coups de Gilgamesh. Son cadavre est déchiqueté par Enkidu, qu'on dirait possédé par une bête sauvage. Puis les 2 hommes abattent les cèdres et les ramènent chez eux. Dans l'Antiquité, ces forêts de cèdres s'étendent jusqu'à l'actuelle Syrie. L'exportation du précieux bois apporte la prospérité aux souverains de toute la région. C'est le cas de la cité commerciale d'Ebla, qui profite grandement de l'expansion de la construction au Proche-Orient antique. L'archéologue Margarethe van Hess voit dans ce pillage des cèdres une référence à des événements historiques réels. Ici, à Ebla, les archéologues ont constaté que vers 2600-2500 avant Jésus-Christ, la région s'est urbanisée. On construit de grands bâtiments, les gens s'enrichissent. Et pendant cette phase, les contacts avec la Mésopotamie s'intensifient, comme le montrent les objets retrouvés ici, dans le palais royal. Pauvre en matière, le royaume de Sumer doit aussi faire venir des minerais de lointaines contrées. Argent, cuivre, lapis-lazuli et or. Ce sont ces nombreuses importations qui assureront la splendeur et le faste de sa capitale. Les ruines d'Uruk abritent peut-être encore des objets précieux. Une aubaine pour les pillards. Toutefois, les images du réalisateur irakien ne montrent aucune trace de saccage, preuve que le site est correctement surveillé. En revanche, l'archéologue découvre les signes d'une érosion croissante. Elle a d'ailleurs du mal à distinguer les différents complexes dans ce vaste ensemble. Avec une superficie de 5,5 km², soit près de 3 fois Monaco, le site d'Uruk est un immense défi pour les archéologues. En 4 millénaires, les couches archéologiques se sont sans cesse élevées. Les experts peuvent les dater, mais sans objet témoin, il leur est impossible de les associer de manière certaine à un souverain. C'est un chercheur anglais qui a découvert les ruines au milieu du 19e siècle. Mais ces fouilles se sont révélées infructueuses. En 1912, l'empereur allemand Guillaume II autorise ses archéologues à explorer le site. Mais les guerres viennent sans cesse entraver les travaux et 1/100 du terrain seulement a pu être sondé. Ces images de la campagne archéologique de 1963 laissent entrevoir toute l'ingéniosité des architectes des palais et temples sumériens.
Les murs dégagés à grand-peine lors de ces fouilles sont aujourd'hui de nouveau ensevelis. Vouloir retrouver des traces de Gilgamesh équivaut à chercher une aiguille dans une botte de foin. En général, les ruines du sud de la Mésopotamie sont composées d'un seul matériau, des briques empisées. Or, celles-ci ont subi une forte érosion dans le passé, car le pisé se désagrège sous l'action de la pluie ou du vent. Certaines structures se sont néanmoins conservées. Ce sont généralement les fondations que nous pouvons dégager. Mais une fois qu'elles sont mises au jour, elles deviennent extrêmement vulnérables. Pour préserver les vestiges les plus importants que nous découvrons, il nous faut finalement les remblayer. Un monticule se dresse au milieu du site. Ce sont les vestiges d'un temple appelé ziggurat. Dans toute la Mésopotamie antique, ces édifices servent d'asile aux dieux. Le panthéon des Sumériens est un ensemble de divinités masculines et féminines. C'est la belle Inanna Ishtar qui veille sur Uruk. Déesse de l'amour, de la fécondité, de la guerre et de la mort, Gilgamesh lui dédia le temple le plus élevé de la ville, comme le relate l'épopée. Approche de Léana, demeure de la déesse Ishtar, nul roi ne fera plus pareille construction. En l'honneur de la puissante divinité, les habitants célèbrent chaque année un rituel de fertilité, le mariage sacré. Au cours de ce culte, le roi doit s'unir sexuellement avec une prêtresse vierge qui l'attend dans le temple. Lorsque Gilgamesh rentre victorieux de la forêt de cèdres, la grande cérémonie est imminente. Le monarque se purifie des souillures du voyage avant d'accomplir le devoir sacré. Il est assisté dans sa préparation par des serviteurs soigneusement sélectionnés et par la jeune prêtresse. Soudain apparaît Inanna Ishtar, auréolée des flammes de la passion. La déesse veut séduire elle-même le héros et le prendre pour époux. Mais Gilgamesh se refuse à la déesse. « Lequel de tes amants as-tu aimé pour toujours? Tu les as séduits, puis battus et ensorcelés. Si je me donne à toi, je subirai le même sort qu'eux. » Ishtar n'en revient pas. Elle est profondément blessée par les paroles de Gilgamesh. Rien ne peut convaincre l'arrogant souverain. Furieuse, Ishtar disparaît. Mais elle n'a pas dit son dernier mot. Dans la 6e tablette de l'épopée, l'homme se révolte contre les dieux. Gilgamesh maudit Ishtar, surestimant peut-être en cela ses forces. La vengeance divine